Bonjour, chers étudiants. Nouvelle vidéo numéro 7. On va commencer le chapitre numéro 5, les méthodes de calcul des coûts. Donc, dans ce cours, on va traiter 4 méthodes. La première méthode, c'est la méthode du coût complet. La deuxième, c'est la méthode du coût variable. La troisième, c'est la méthode du coût spécifique. Et la dernière, c'est la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner le principe des 4 méthodes. Et la vidéo suivante, on va essayer de concrétiser l'ensemble de ces méthodes, à savoir coût complet, coût variable, coût spécifique et imputation rationnelle des charges fixes. Et je vais bien sûr, dans cette vidéo, essayer de vous présenter le cas numéro 8, qui représente un cas de synthèse, un cas récapitulatif, qui touche l'ensemble des éléments qu'on a vus dans la comptabilité analytique, en commençant par le traitement des charges indirectes, le calcul du coût d'achat, la fiche des stocks de matières premières, le calcul du coût de production, la fiche des stocks des produits finis, le calcul du coût de revient, et à la fin, on va calculer le résultat analytique généré par chaque produit et on va voir quelle est l'utilité de chaque méthode pour aider l'entreprise à prendre la bonne décision. Donc, ala barakatillah, on commence par la première méthode qui est la méthode du coût complet. Donc, la méthode du coût complet, si vous voulez noter, consiste à imputer dans le calcul des coûts toutes les charges sans faire la distinction entre les charges fixes et les charges variables. Donc, je vais essayer de partager avec vous un tableau blanc où je vais essayer de vous présenter les charges de la comptabilité analytique qu'on a vu la dernière fois, les charges à incorporer dans le chapitre numéro 2, les charges à incorporer dans le calcul des coûts. Ces charges, qu'on appelle les charges de la comptabilité analytique, on va les répartir en deux types de charges, charges directes et charges indirectes. Et bien sûr, les charges directes aussi, elles sont réparties en charges variables et charges fixes. Donc, je vais essayer de vous montrer la différence entre les deux. Donc, il y a deux types de charges directes. Il y a deux types de charges dans la comptabilité, pardon. Il y a deux types de charges dans la comptabilité analytique. Il s'agit des charges directes, les charges directes les charges directes et les charges indirectes. Les charges indirectes. Donc voilà. Donc ces charges directes et charges indirectes, bien sûr, elles sont réparties en charges variables charges variables et charges fixes. Charges variables et charges fixes. Et pareil, les charges indirectes aussi sont réparties en charges variables
les charges fixes. Donc, la comptabilité analytique, les charges de la comptabilité analytique. Donc, on va raisonner en termes de charges directes et charges indirectes. Donc, pour la définition des charges directes et charges indirectes, je l'ai déjà fait, mais je vous le rappelle. Une charge directe, c'est une charge spécifique, une charge qui concerne un seul coût. Par contre, une charge indirecte, c'est une charge commune, une charge qui concerne plusieurs coûts à la fois. Et bien sûr, les charges directes qui sont imputées directement dans le calcul des coûts. Par contre, une charge indirecte, c'est une charge qui concerne plusieurs coûts. Donc, je vous donne un exemple. Donc, par exemple, la consommation de matières premières. Donc, vous allez me dire, donc, il y a des étudiants qui vont me dire charges directes, d'autres qui vont me dire des charges indirectes. Donc, comment on peut raisonner? Donc, consommation de matières premières, il peut être soit direct, soit indirect. Ça dépend de sa destination. Si je fabrique à partir de la matière première X un seul produit qui est le produit A, dans ce cas-là, la consommation de la matière X est une charge directe. Pourquoi? Parce qu'elle concerne uniquement le coût de production de A. Mais par contre, si je consomme la matière X pour produire plusieurs produits A, B et C, donc la consommation de X est destinée à la production de plusieurs produits. Donc dans ce cas-là, la consommation de la matière X, de la matière première X, devient une charge indirecte parce qu'il s'agit d'une charge commune, une charge qui concerne plusieurs coûts à la fois. Donc vous allez me dire variable et fixe. Très bien. Donc les charges variables et les charges fixes. Donc les charges variables, ce sont des charges qui varient avec le volume d'activité de l'entreprise. Par contre, les charges fixes, elles sont fixes, quel que soit le niveau d'activité. Donc je vous donne un simple exemple. La consommation de matières premières. Est-ce qu'il s'agit d'une charge variable ou charge fixe? Logiquement, c'est une charge variable. Donc, la consommation de matières premières est une charge variable. Pourquoi? Parce qu'il varie avec le volume d'activité de l'entreprise. C'est-à-dire, donc, je fabrique un produit. Pour fabriquer ce produit, il me faut 2 kg de matières premières. Donc, je dois consommer 2 kg de matières premières pour produire une unité. Si je fabriquais 100 unités, logiquement, automatiquement, il me faut 200 kg de matières premières. Donc, la consommation de matières premières est une charge variable. Elle est variable, quel que soit le... Non, elle est variable, elle varie avec le niveau d'activité de l'entreprise. Par contre, une charge fixe, elle est fixe quel que soit le niveau d'activité. Par exemple, le loyer. Je paye un loyer de 25 000 dirhams. Je travaille pas, je dois payer 25 000 dirhams. C'est clair. Les dotations d'exploitation aux amortissements, donc la perte de valeur d'une immobilisation, c'est la même, quel que soit l'exercice comptable. Donc, les charges variables sont des charges qui varient avec le volume d'activité. Les charges fixes, ce sont des charges qui sont fixes, quel que soit le niveau d'activité. On les appelle aussi des charges de structure. Les charges de structure. Maintenant, je reviens au principe de ce chapitre. Le principe de ce chapitre, c'est les méthodes de calcul des coûts. Les méthodes de calcul des coûts, à savoir le coût complet, le coût variable, le coût spécifique et l'imputation rationnelle des charges fixes. Très bien. Donc, la méthode du coût complet, c'est la méthode classique, la plus simple et la plus utilisée, qui consiste à imputer dans le calcul des coûts toutes les charges sans faire la distinction entre variables et fixes. Je ne fais pas de différence entre variables et fixes. Donc, par exemple, j'ai une charge directe de production qui contient partie variable, partie fixe, je prends la totalité. Donc, le principe de la répartition secondaire, le principe de la méthode du coût complet consiste à imputer dans le calcul des coûts toutes les charges sans faire la distinction entre variables et fixes. Donc, je dois prendre la totalité. Donc, toutes les charges elles sont imputées dans le calcul des coûts. Donc, toutes les charges sont imputées dans le calcul des coûts. Je ne fais pas de distinction entre variables et fixes. Je prends la totalité et je les impute dans le calcul des coûts. C'est ça le principe de la méthode du coût complet. Par contre, la méthode du coût variable consiste à imputer dans le calcul des coûts que les charges variables. On ne doit imputer dans le calcul des coûts que les charges variables. C'est-à-dire qu'on doit exclure toutes les charges fixes.
toutes les charges fixes sont exclues du calcul des coûts. On va imputer dans le calcul des coûts que les charges variables. Et bien sûr, donc je ferai pareil, donc une même présentation. Donc, je prends que les charges variables dans le calcul des coûts. Donc, les charges fixes sont exclues. Donc, à la fin de cette méthode, le résultat qu'on va obtenir, ce n'est pas le vrai résultat. Ce n'est qu'une marge sur coût variable. Ce n'est qu'une marge sur coût variable. Donc, cette marge sur coût variable, on va l'utiliser par la suite dans le calcul de la rentabilité, dans le calcul des indicateurs de rentabilité, à savoir le seuil de rentabilité et le point mort. Donc, la méthode du coût variable, je répète pour récapituler, on l'appelle aussi le direct costing, donc qui consiste à imputer dans le calcul des coûts que les charges variables et à exclure toutes les charges fixes du calcul des coûts. Donc ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode représente l'évolution de la méthode du coût variable. Parce que la méthode du coût variable, lorsqu'on va calculer la marge sur coût variable, cette marge sur coût variable va représenter par la suite la contribution de chaque produit dans la couverture de toutes les charges fixes de l'entreprise. Donc, lorsque le produit génère une marge sur coût variable qui est positive, c'est avec quoi il va contribuer dans la couverture des charges fixes. Mais par contre, lorsque la marge sur coût variable elle est négative, c'est-à-dire que le produit n'arrive même pas à couvrir ses charges variables, comment il va contribuer à la couverture des charges fixes. Et dans ce cas-là, on doit abandonner automatiquement le produit qui génère une marge sur coût variable qui est négative. La troisième méthode, qui est la méthode du coût spécifique, elle représente l'évolution de la méthode du coût variable. On l'appelle le direct costing évolué. Cette méthode qui consiste à imputer dans le calcul des coûts toutes les charges, sauf les charges fixes communes. Donc, la méthode du coût spécifique consiste à imputer dans le calcul des coûts toutes les charges, sauf les charges fixes communes. Où sont les charges fixes communes? Les charges fixes communes, ce sont les charges fixes indirectes, là. Donc, ces charges fixes indirectes, on doit bien sûr les exclure du calcul des coûts. Qu'est-ce qui reste? Donc, les charges variables directes et indirectes et les charges fixes directes ou spécifiques. Donc, pareil, le résultat qu'on va obtenir à la fin de cette étape, ce n'est qu'une marge sur coût spécifique. Une marge sur coût spécifique. Cette marge sur coût spécifique, qu'est-ce qu'elle mesure? Bien sûr, elle mesure la contribution de chaque produit dans la couverture des charges fixes communes. Lorsque le produit génère une marge sur coût spécifique qui est positive, donc cela veut dire qu'il va contribuer à la couverture des charges fixes indirectes. Donc, le fait que la marge sur coût spécifique est positive, l'entreprise n'a pas intérêt à abandonner ce produit. Pourquoi? Parce que ce produit, il va bien sûr contribuer à la couverture des charges fixes communes ou les charges fixes indirectes. Donc, voilà les trois méthodes. Donc, on a parlé de la méthode du coût complet qui consiste à imputer dans le calcul des coûts toutes les charges sans faire la distinction entre variables et fixes. La deuxième méthode, c'est la méthode du coût variable qui consiste à imputer dans le calcul des coûts que les charges variables et exclure toutes les charges fixes et qui va nous permettre de générer à la fin une marge sur coût variable. Et la troisième méthode, c'est la méthode du coût spécifique qui consiste à imputer dans le calcul des coûts toutes les charges sauf les charges fixes indirectes ou ce qu'on appelle aussi les charges fixes communes. Donc, cette dernière méthode représente l'évolution de la deuxième. La deuxième, c'était la méthode du coût variable ou le direct costing, et la troisième, c'est le direct costing évolué ou ce qu'on appelle aussi la méthode du coût spécifique. La dernière méthode, c'est la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc, c'est une méthode qui est un peu plus difficile que les autres. Donc, cette méthode, elle représente l'évolution de la méthode du coût complet. C'est une méthode qui consiste à imputer dans le calcul des coûts toutes les charges sans faire la distinction entre variables et fixes, sauf
que les charges fixes, on doit les imputer d'une manière rationnelle. Une charge fixe, on va les imputer d'une manière rationnelle. Comment on va déterminer cette rationalité? Cette rationalité est déterminée par un coefficient qu'on appelle le coefficient d'activité. Le coefficient d'activité. C'est quoi ce coefficient d'activité? Ce coefficient d'activité, c'est le rapport entre une activité réelle et une activité normale. Activité réelle, combien on a travaillé d'heures et combien on devait travailler normalement. Si le coefficient d'activité est supérieur à 1, on va imputer dans le calcul des coûts plus que la charge fixe supportée. Et on parle ici de cette différence qui correspond à un boni ou un produit de suractivité. Au lieu de travailler 12 heures par jour, on a travaillé par exemple 16 heures par jour. Donc on paye un loyer de 10 000 dirhams pour un travail de 12 heures par jour. Ça, c'est l'activité normale. Mais réellement, on a travaillé 16 heures par jour. Donc, le coût de l'heure va diminuer. Si je divise le coût du loyer, qui est une charge fixe, par 12 heures, ça va me donner un coût plus élevé que si je vais le diviser par 16 heures. Donc, cette différence, on l'appelle un boni de suractivité. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que l'activité réelle, elle est inférieure à l'activité normale. L'activité réelle, au lieu de travailler 12 heures par jour, on n'a travaillé que 8 heures par jour. Dans ce cas-là, on va parler d'un mali de sous-activité ou un coût de sous-activité. Donc, l'ensemble de ces éléments, bien sûr, on va essayer de les comprendre sous forme d'exercice. Donc, l'exercice numéro 8, il va faire la synthèse des 4 méthodes et il va nous permettre, bien sûr, de comprendre les 4 méthodes. Donc, je reviens à cet exercice pour le présenter et je fais la correction dans la vidéo suivante. Donc, dans cet exercice, qui est l'exercice numéro 8, qui représente la synthèse, la synthèse des 4 méthodes, donc je vais essayer de partager ça avec vous. Donc, 2 petites secondes. Donc, voilà. Donc, je vous donne l'énoncé je vous explique l'énoncé de cet exercice, qui est l'exercice numéro 8. Voilà. Donc, ça, c'est l'exercice numéro 8. Ce n'est pas l'exercice numéro 7. Je corrige. C'est l'exercice numéro 8. Donc, il s'agit de quoi exactement? La société Plastérix fabrique des récipients en matière plastique à partir d'une matière première qui est le PVC. Donc, une entreprise qui fabrique deux produits A et B à partir d'une seule matière première qui est le PVC. On vous donne les informations concernant le mois de décembre. Donc, les premières informations que vous avez, c'est les informations sur les stocks. Donc, vous avez stock de quoi? Stock de matières premières, stock de produits A et stock de produits B. Donc, bien sûr, la matière première, on l'achète, mais les produits, on les fabrique en interne à partir de cette matière première. Donc, la quantité que vous avez en stock, donc le stock initial, ce n'est que le stock final de la période précédente. Vous avez des stocks initiaux de la matière première PVC, produit A, produit B, en termes de quantité et de valeur. Et si les valeurs, je vais essayer de les traduire en termes de coûts pour mieux les comprendre. Donc, matière première PVC, vous avez une quantité de 10 000 kg.
Dans le coût complet, vous avez 60 000, coût variable 60 000, coût spécifique 60 000, imputation rationnelle 60 000. Je vais vous dire pourquoi les 60 000 ne vont pas changer. C'est la même chose, sachant qu'il y a une grande différence entre coût complet, coût variable, coût spécifique, imputation rationnelle. Pourquoi c'est la même chose? C'est la même chose parce qu'on va constater dans cet exercice qu'il n'y a pas de frais d'approvisionnement. Puisqu'on parle de matières premières, les matières premières, on les achète. Et bien sûr, le coût d'achat de cette matière première ne coûte que le prix d'achat avec quoi on va acheter. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas de frais d'achat. Donc, il n'y a ni charge variable, ni charge fixe d'approvisionnement. Donc, le coût d'achat et le prix d'achat, quelle que soit la méthode. Que ce soit la méthode du coût complet, la méthode du coût variable, la méthode du coût spécifique ou la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc, les 60 000, c'est quoi? Les 60 000, c'est le coût d'achat de 10 000 kg de matières premières. Donc, je reste dans la méthode du coût complet puisque je vais commencer par la méthode du coût complet. Le produit A. Donc, vous avez 1000 unités en stock. C'est-à-dire que vous avez un stock initial de 1000 unités avec un coût de production de 9 500. Regardez, ici, je fais la différence. Les 60 000, c'est un coût d'achat parce que la matière première, on l'achète. Mais par contre, le produit A, on le fabrique. 9 500, c'est le coût de production de 1000 unités que vous avez en stock. Produit B, vous avez 2000 unités avec un coût de production de 37 500. Et là, vous allez voir que les coûts de production vont changer d'une méthode à une autre parce que dans la méthode du coût complet, on va imputer toutes les charges fixes et variables. C'est normal qu'on va les trouver plus élevées que le coût variable parce que dans la méthode du coût variable, on n'impute que les charges variables et on exclut les charges fixes. Et si la méthode coût spécifique, on impute toutes les charges sauf les charges fixes indirectes, c'est-à-dire qu'on va ajouter les charges fixes directes sur les charges variables. Et la méthode de l'imputation rationnelle, on va imputer les charges fixes selon un coefficient d'activité qu'on va le déterminer en fonction du rapport de l'activité réelle et l'activité normale. Donc, voilà les premières données que vous avez sur les stocks initiaux. Les deuxièmes informations que vous avez, ou le deuxième tableau. Le deuxième tableau, regardez, vous avez toujours matière première et produits finis. Donc, vous avez entrée et sortie. Donc, c'est pareil. Et même pour les produits finis, pour les entrées, vous allez trouver, voilà la suite du tableau, entrée 19 000 et pour A et 10 000 pour B. Donc, pour la matière première, vous avez entrée 20 000 kg. C'est quoi les entrées de matière première? C'est bien sûr les achats. C'est-à-dire que pendant le mois de décembre, nous allons acheter 20 000 kg de matière première. Les sorties, c'est-à-dire la consommation. Pour produire les A, on va consommer 15 000 kg. Et pour produire les B, on va consommer 8 000 kg. Donc là, comment on interprète les données? Pareil pour le produit A et le produit B. Vous avez des entrées, vous avez des sorties. Donc ici, la production du mois de décembre en A, c'est 19 000 unités de A et 10 000 unités de B. C'est-à-dire qu'on va consommer 15 000 kg de matière première pour produire 19 000 A. Et on va consommer 8 000 kg de matière première pour produire 10 000 B. Pour faire le lien entre les données. Donc, on va consommer les matières premières pour produire des A et des B. On va consommer 15 000 kg de matières premières, PVC, pour produire combien de A? 19 000. On va consommer 8 000 kg de B pour produire 8 000 kg de matières premières pour produire 10 000 B. En fin de compte, on va vendre 18 000 A, donc sortie de produits A, c'est-à-dire les ventes. On va vendre 18 000 A et 11 500 B. Regardez ici, vous avez le petit 1 ici. Donc, dans le texte, dans la série que vous avez, le petit 1, il est ici, 20 000 kg. On va les acheter à 120 000 dirhams. Il n'y a pas de frais d'achat. Donc, on va acheter 20 000 kg à 120 000 dirhams sans supporter d'autres frais, ce qu'on appelle les frais d'approvisionnement. Les 20 000 kg vont vous coûter que le prix d'achat que vous allez payer à votre fournisseur, qui est de 120 000 dirhams. Donc, j'espère que vous avez compris ces données-là. Donc, on va voir la suite. Donc, le chiffre d'affaires réalisé, les ventes se décomposent. Donc, on a dit qu'on va vendre 18 000 A
à 18 dirhams, ce qui fait 324 000. On va vendre 11 500 B à 24 dirhams, ce qui va faire 276 000. Donc, le chiffre d'affaires global réalisé pendant le mois de décembre s'élève à 600 000 dirhams. Donc, on vous demande de calculer les coûts d'achat, coûts de production, traitement par les 4 méthodes. Mais on ne doit pas oublier, bien sûr, l'annexe. Donc, dans cette annexe, elle est composée de 2 parties, les frais indirects et les frais directs. Donc, vous avez les charges indirectes. Là où vous allez constater la présence des centres, vous avez un seul centre auxiliaire qui est l'administration et 2 centres principaux. Vous avez l'atelier et le service commercial. Par contre, pour les frais directs, vous avez les charges, charges c'est la même chose, les charges directes de production de A, les charges directes de production de B, les charges directes de distribution lorsque vous allez coudre bien, c'est-à-dire distribution, charges directes de distribution de A, charges directes de distribution de B. Et là, vous avez F et V. F, c'est-à-dire fixe, V, c'est-à-dire variable. L'administration, il vous a coûté que des charges fixes, 44 000. L'atelier, il vous a coûté 88 000 fixes et 88 000 variables. Le service commercial, 26 000 fixes et 30 000 variables, etc. Pareil pour les charges directes de production. Vous avez une partie fixe, une partie variable, une partie fixe, une partie variable jusqu'à la fin. Les clés de totale répartition primaire, c'est-à-dire que la répartition primaire au niveau de traitement des charges indirectes est déjà faite. Elle est déjà faite. Donc, voilà la répartition primaire. Et voilà la totale répartition primaire. Ce qu'il vous faut, c'est la répartition secondaire. Donc, dans cette répartition secondaire, qu'est-ce qu'on constate? Donc, vous avez un seul centre auxiliaire. Donc, il n'y a pas de prestation réciproque. Vous avez un seul centre auxiliaire qui est l'administration et qui vous a coûté 44 000. Donc, ce centre, selon cette clé de répartition, il va fournir 50% de ses prestations à l'atelier et 50% de ses prestations au service commercial. Il va fournir 50% de ses prestations au centre de production et 50% de ses prestations au centre de distribution. C'est-à-dire que les 44 000 sera répartis à hauteur de 50%, 50% pour les 2 centres. La nature d'une unité d'œuvre. Ici, l'unité d'œuvre, avec quoi on va mesurer l'activité de l'atelier, c'est les heures machines. Donc, nous allons consacrer combien d'heures machines pour produire combien d'unités de A et combien d'unités de B. Donc, pendant cette période, l'atelier, il a fabriqué, tout ça, sont des données. L'atelier va produire 19 000 A et 10 000 B. Donc, pour produire 19 000 A, on va consacrer 3 800 heures machines. Et pour produire 10 000 B, on va consacrer 5 000 heures machines. Ce qui fait que pendant le mois de décembre, l'atelier va travailler réellement 8 800 heures, alors que normalement, il devait travailler 11 000 heures. Donc, cette dernière ligne, on va l'utiliser uniquement dans la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. C'est là où on va calculer le coefficient d'activité qui correspond au rapport entre l'activité réelle et l'activité normale. Par exemple, l'activité de l'atelier, c'est la production. On l'a mesurée par le nombre d'heures machines consacrées à cette production. Pour produire les 19 000 A, on va consacrer 3 800 heures machines. Et pour produire 10 000 B, on va consacrer 5 000 heures machines, ce qui fait que le nombre d'heures machines travaillées par l'atelier pendant le mois de décembre s'élève à 8 800 heures. Pareil pour le service commercial qui représente le centre de distribution. On a décidé de mesurer cette activité par le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé. Le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé. Donc, tout à l'heure, dans l'énoncé, on a trouvé le chiffre d'affaires global. Le chiffre d'affaires global, c'était 600 000. Il est composé de 324 000 pour le produit A et 276 000 pour le produit B. C'est-à-dire, on a vendu 18 000 A à 18 dirhams l'unité. 18 000 fois 18, ça fait 324 000. Et on a vendu 11 500 B à 24 dirhams l'unité, ce qui fait 276 000. Et la somme, on a trouvé 600 000. Donc voilà, elle est là. Donc dans les 600 000, il y a combien de 100 dirhams de chiffre d'affaires? Il y a 6 100 dirhams de chiffre d'affaires. Lorsque vous allez faire la somme, vous allez trouver 6 100 dirhams de chiffre d'affaires. Donc, l'activité réelle, c'était la réalisation d'un chiffre d'affaires de 600 000 dirhams, mais l'activité normale, c'était la réalisation d'un chiffre d'affaires de 696 000 dirhams, ou autrement dit, 6 960 100 dirhams de chiffre d'affaires. Pareil, la production réelle, c'était 19 000 unités de A, et la production normale, c'était 20 000. La production réelle d'unités de B, c'est 10 000, et normalement, on devait produire 14 000.
Donc, la distribution, on devait vendre 20 000 unités de A, on n'a vendu que 18 000. Et pareil pour le produit B, on devait vendre 14 000 unités de B et nous avons vendu que 11 000 unités de B. Donc, voilà l'ensemble des informations. Vous avez les frais directs et les frais indirects. Et on vous demande, bien sûr, de calculer le coût de revient et le résultat analytique de chaque produit. Le coût de revient et le résultat analytique de chaque produit et d'aider l'entreprise à prendre la décision. Est-ce que les deux produits sont rentables? Oui ou non? Est-ce que le produit A va générer des bénéfices ou pertes? Est-ce que le produit B va générer des bénéfices et des pertes? On va commencer par la méthode du coût complet. Donc, l'enchaînement de calcul, je l'ai cité tout à l'heure, on va commencer par le traitement des charges indirectes, le coût d'achat, fiche de stock de matières premières, coût de production, fiche de stock de produits finis, coût de revient et résultat analytique. Donc, on va refaire ça 4 fois, chaque fois avec une méthode et voir bien sûr l'utilité de chaque méthode. Voilà, une vidéo arrive à sa fin et on se verra dans la vidéo numéro 8 pour commencer le traitement de cet exercice par la méthode du coût complet et la méthode du coût variable. Donc, on va faire la vidéo numéro 7, on va faire 2 méthodes, coût complet, coût variable. Et la vidéo numéro 9, on va bien sûr voir la méthode du coût spécifique et la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Je vous souhaite bonne préparation et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage pour le reste.